Ce que je voulais faire, c'est peut-être commencer par chacun de cette table ronde de se présenter et peut-être d'exprimer aussi un regard par rapport au livre blanc que vous avez tous pu consulter et avoir un regard vraiment scientifique ou médical le plus pointu possible par rapport à ce travail-là, qui est forcément intéressant mais peut-être imparfait, très ouvert, très libre par rapport à ce travail. Et peut-être en commençant par Sophie, Niklas. Bonjour à tous, chers collègues, chers confrères. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis Sophie Niklas, je suis directrice de recherche à INRAE, directrice scientifique adjointe à la direction alimentation et bioéconomie. Donc, à INRAE, l'Institut national pour la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Évidemment, le sujet du fromage et de son rôle dans le lien à la santé humaine, c'est un sujet qui nous intéresse à de multiples titres, et notamment pour la belle mise en avant du lien entre alimentation et santé, comme ça a été fait dans le livre blanc, mais aussi pour d'autres liens liés aux impacts environnementaux de la production de fromage, mais aussi au maintien dans les terroirs d'une activité économique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, on parle aussi beaucoup de biodiversité, de perte de biodiversité dans l'environnement. Je crois que le livre blanc nous a montré d'une très belle manière comment on peut maintenir la microbiodiversité dans notre assiette, et donc peut-être aussi maintenir finalement ce côté vivant de l'alimentation, qui est quelque chose certainement à préserver, alors dans le cas du fromage, mais aussi peut-être au-delà. Et on est encore aux prémices de la production de connaissances sur ces aspects-là. Moi, j'ai trouvé la production, la démarche mise en œuvre pour la production de ces connaissances assez intéressante, puisque vous avez appliqué une démarche systématique pour essayer de rechercher dans la littérature ce qui était connu ou pas connu, en essayant de faire la part des bénéfices et des risques. C'est évidemment une démarche qu'on essaye d'appliquer de manière la plus systématique possible, et pour le cas de la consommation d'un certain nombre d'éléments dans notre alimentation, le fromage y compris. Donc cette synthèse, je pense qu'elle fera date et qu'elle va être largement citée parce qu'elle nous permet de faire le point de manière aussi objective que possible sur ces éléments assez importants. Et puis je reviendrai peut-être plus tard sur d'autres éléments, sur le thème de la table ronde, et notamment sur la façon dont on peut porter ces connaissances un peu plus loin, ce qui méritera aussi d'autres discussions. Merci beaucoup. Professeur Perlmutter, s'il vous plaît, pour vous présenter, puis aussi un regard par rapport à ces travaux. Bonjour, donc Gabriel Perlmutter, je suis professeur en hépatologie, gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Je dirige une équipe de recherche où on travaille sur les interactions entre le foie et le microbiote intestinal, et je suis membre de l'Académie nationale de médecine. Le livre est très intéressant et pose plein de questions, et je pense que quand une publication, un ouvrage, un livre, quel qu'il soit, pose des questions, ça veut dire que c'est réussi. Les questions qu'il pose, c'est est-ce que vraiment la consommation de fromage a un effet bénéfique sur la santé ? Je trouve que c'est très compliqué de répondre parce que isoler un aliment d'autre, en fait, ne reflète pas la réalité. Dans les études que vous citez, c'est très compliqué de savoir quand on mélange les laitages, les fromages, le lait, le yaourt, sachant que vous montrez bien que le fromage au lait cru en particulier est quelque chose de très spécifique. Qu'est-ce qui a un effet sur quoi ? Beaucoup de publications viennent des États-Unis. Ce n'est pas les mêmes fromages et on ne peut pas forcément tout mélanger pour savoir si un aliment a un effet bénéfique ou pas. Il y a une logique scientifique à penser que les fromages au lait cru, du fait de leur composition en bactéries, peuvent avoir un effet bénéfique, et on peut le montrer. Et mélanger ça avec les autres aliments, ce qui est fait dans les études, est compliqué. Et je pense que ce livre permet de montrer que dans une étude, et on parle de laitage, dairy, disaient les Anglais, il faut savoir de quel laitage on parle pour ne pas tout mélanger. Ensuite, quand un aliment est consommé, il n'est pas consommé tout seul, en particulier chez l'humain, et
C'est pas aussi simple, c'est bon, c'est pas bon. Et moi qui travaille beaucoup sur la maladie alcoolique du foie, si on prend un parallèle avec l'alcool, on sait que l'alcool a un effet néfaste, on sait que l'alcool, dès le premier verre, a un effet néfaste avec une augmentation du risque de cancer du sein chez la femme. Mais on sait aussi que dans le régime méditerranéen, il y a un peu d'alcool tous les jours. Et quand on regarde, par exemple, moi chez mes patients, donc je ne fais pas de mes patients une étude, mais les femmes qui vivent le plus longtemps ont toutes, après 90 ans chez mes patientes, un verre de vin par jour, ce qui montre qu'il y a une susceptibilité individuelle à être protégée ou pas par rapport à un aliment. C'est pareil pour la viande rouge peut avoir des effets néfastes, mais ces effets néfastes peuvent être contrebalancés par une alimentation enrichie en fibres qui va protéger le microbiote par maintes raisons. Et par conséquent, je pense que ce livre ouvre la voie à une recherche peut-être plus spécifique, peut-être française, dédiée spécifiquement au fromage et les crus pour voir si réellement ça peut avoir un effet bénéfique sur la santé ou pas et par quel mécanisme. Merci beaucoup, je pense qu'on y reviendra après dans la discussion. C'est un sujet qui est extrêmement important à la portée de ces travaux-là et la capacité qu'on aura de rebondir, proposer des choses nouvelles. Merci beaucoup, professeur. Je propose peut-être à Dr Alexis Mosca de prendre la parole, de se présenter, puis de donner son avis aussi de partenaire du projet, parce qu'il nous a aussi suivis et appuyés depuis le début. Bonjour à toutes et à tous, très content d'être là pour le lancement de ce livre blanc. Donc moi je suis Alexis Mosca, je suis pédiatre, je travaille dans un service de gastro et nutrition ici à Paris, à l'hôpital Robert Debré, ce qui fait de moi ce qu'on appelle un gastropédiatre, c'est-à-dire un pédiatre qui s'intéresse aux maladies digestives. Mais la particularité par rapport à un certain nombre de mes collègues, c'est que eux s'intéressent plus au contenant, moi un peu plus au contenu, à savoir que je m'intéresse en particulier au microbiote intestinal et plus spécifiquement, comme je suis pédiatre, à l'installation du microbiote intestinal en début de vie et les conséquences que ça peut avoir sur le long terme. Alors, de fait, par rapport à mes intérêts, ce livre blanc est très instructif. Bon, déjà, j'ai appris plein de trucs sur le cancer, les maladies cardiovasculaires et le vieillissement que je ne connaissais évidemment pas du tout. Et puis, pour ce qui concerne l'enfant, il y a à la fois toute la littérature dont on va peut-être discuter plus en avant, qui montre qu'effectivement, vivre dans un environnement plus microbien, qui inclut aussi ingérer des bactéries, peut avoir des effets plus bénéfiques à long terme, mais à la fois, je suis bien sûr aussi confronté aux maladies infectieuses qui peuvent être très graves chez l'enfant et qui peuvent être véhiculées par des pathogènes contenus dans l'alimentation et également dans les fromages au lait cru. Donc il y a cette vraie contradiction qui ressort bien, moi je trouve, dans ce livre blanc, qui a un aspect très objectif, hein, et comme tu l'as dit Estelle, sans parti pris, à vraiment évoquer la littérature telle qu'elle existait. Et je trouve que c'est vraiment un point de départ pour aller plus loin dans les recherches et la compréhension de ces phénomènes. Merci beaucoup. Professeur Bonjour à tous, donc je suis Philippe Lesnick, je suis directeur de recherche à l'INSERM, à la Pitié-Salpêtrière, et je dirige une équipe qui travaille sur... Ça passe, vous m'entendez là? Oui. Qui travaille sur l'immunité innée et sa relation au risque cardiovasculaire, au développement de l'athérosclérose. Et puis, alors moi je suis plutôt un fondamentaliste, voilà, et j'essaye plutôt de faire des découvertes au niveau préclinique et essayer de voir si on peut les traduire au niveau clinique ou si on retrouve chez le patient ces informations plutôt causales. Donc ce livre blanc, il aborde à l'inverse toutes les données connues chez l'homme, alors c'est très informatif, mais j'avais une grande frustration, c'est qu'on n'a pas toujours les mécanismes, on n'a pas les modèles précliniques, et bon, ça c'était ma frustration, mais je pense qu'il y a un état des lieux qui était important, il fallait le faire, et donc ça donne des idées aux chercheurs d'angles d'attaque pour faire
des études interventionnelles, parce que là, je pense qu'on est à un niveau de telle complexité qu'on doit avoir des études interventionnelles avec des approches comparatives. Alors, les approches comparatives, c'est-à-dire vous allez comparer pas des patients, mais des sujets qui vont recevoir un lait ou un fromage ou un yaourt de telle catégorie, vous allez le comparer avec d'autres. Et je pense qu'il faut maintenant avoir une vision sur des études qu'on appellera des études crossover, où on va essayer d'aborder des questions mécanistiques, causales, voilà, ça ouvre ces portes-là. Dans le domaine cardiovasculaire, on a vu, Estelle a présenté les résultats, en effet, il n'y a pas d'effet majeur, mais si on regarde la composition, et ça a été déjà souligné par les intervenants, il y a une telle complexité dans le fromage, on voit le microbiote, mais il y a tous les éléments qui sont très très peu abordés, c'est-à-dire qu'on fait la génétique, on fait la métagénomique, c'est-à-dire on a la composition, on a la diversité, mais on n'aborde pas, avec les outils modernes, tous les métabolites qui sont produits. À part ce que j'ai vu, il y avait des données sur la spermidine, par exemple, qui est très riche. Donc c'est un métabolite actif. Donc nous, en tant que chercheurs fondamentalistes, ce qu'on cherche, c'est à comprendre ces métabolites actifs, comment ils agissent sur le système immunitaire, comment ils agissent en période postprandiale, quand vous mangez du fromage, comment ça va activer le système immunitaire, comment ces éléments vont être absorbés et comment ils vont participer. Alors, ce n'est pas des études épidémiologiques sur le long terme, c'est seulement à travers des proxys, c'est-à-dire la glycémie, l'hypertriglycéridémie, l'inflammation. On peut étudier si le fromage, si certains fromages, si le lait, si le yaourt peut avoir des effets bénéfiques à court terme, parce que, bon, déjà, ça va être des études extrêmement coûteuses, hein, rien que faire ça, parce que faire des études à long terme sur le fromage, vu l'étendue des espèces de fromage, de lait et autres, ça paraît impossible aujourd'hui. Juste un exemple. Le fromage, c'est compliqué. Rien que les œufs, c'est très compliqué. Voir l'effet des œufs, l'effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire des œufs. Si vous prenez, donc il y a eu des tas d'études de fait, en mangeant un œuf par jour, il n'y a pas d'effet bénéfique, non bénéfique, enfin, il y a des effets très contradictoires dans la littérature. Si vous regardez les taux d'oméga 6, oméga 3 chez les œufs de ferme, ils sont de l'ordre de leur ratio est de l'ordre de 2, donc bénéfique pour la santé. Et si vous faites une autre étude avec des œufs commerciaux qui ont des ratios qui sont de l'ordre de 10-15, et donc voilà, si vous ne donnez pas ce type, là c'est une étude extrêmement simple, ça, des œufs. Hein. Donc imaginons le fromage, c'est 1000 fois plus compliqué. Et donc c'est pour ça que je pense que les approches crossover sont... Enfin voilà, ce que voilà, le fondamentaliste, il voit plein de trous maintenant dans la raquette et il voit qu'il faut creuser et avoir les moyens de creuser des questions un peu plus spécifiques et causales. Merci beaucoup. Peut-être pour faire le lien avec le fromage et l'assemblée, hein, quand on parlait de spermidine, c'est aussi une polyamine. Donc derrière, ça vient de dégraisonner les protéines, c'est parmi les bioactifs qu'on va retrouver et qu'on peut retrouver en quantité importante dans certains fromages, pour le coup. Et les quantités parfois très importantes. Donc, pas toujours bien recherché chez les ferments, c'est quelque chose qui peut être aussi problématique, mais quelque chose qui peut être aussi bien suivi et bien étudié en tout cas. Moi, je voudrais revenir sur peut-être un point qui est un peu stratégique, c'est la qualité en fait du design. Hein. Vous avez bien parlé des crossovers. Le professeur Paul Mutter a aussi positionné ça à l'échelle française, européenne, avec cette idée là que finalement on s'appuyait beaucoup dans ce livre blanc sur des données américaines, ce qui est une réalité, c'est ce qui était disponible. C'est quoi peut-être la préconisation? C'est construire une grande étude peut-être française ou européenne. Quelle peut être l'approche? Le crossover, on a bien retenu que si on va au bout de notre triangle, là, tout en haut, juste en dessous de la métallurgie, ça va être ces études-là, randomisées crossover, on va essayer de réduire un petit peu la complexité de l'environnement. Voilà, quelles seraient vos préconisations en fait? En fait, tout dépend. Qu'est-ce que vous souhaitez montrer? Quel est le critère de jugement que vous souhaitez? Par rapport aux études, on a beaucoup progressé dans la biologie, on a progressé dans les mécanismes de l'inflammation, comme Philippe l'a dit, on a progressé dans les mécanismes du vieillissement qu'on connaît, on connaît les voies du vieillissement, on peut imaginer plusieurs études européennes avec les fromages que vous défendez, sur pas forcément, je pense, un grand nombre de personnes, parce que c'est extrêmement coûteux, mais peut-être se focaliser,
comme nous on l'a fait dans la maladie alcoolique du foie, sur des personnes très bien phénotypées, où vous modifiez pendant un certain temps l'alimentation en enrichissant dans les fromages que vous ciblez, et vous regardez l'effet sur les voies de l'inflammation avec les techniques qui existent en 2024, et vous pouvez très bien voir, c'est une des méthodes pour étudier les mécanismes que pourrait avoir une consommation, l'absence de consommation de fromage au lait cru sur ces voies du vieillissement, de l'inflammation, les autres composés alimentaires étant le plus égaux possible. Mais si vous vous lancez à nouveau dans des études épidémiologiques non interventionnelles, je pense que vous reproduirez les résultats que vous avez montrés avec toujours un doute. Bien sûr. Donc de l'interventionnel avec probablement des cohortes, même pas des cohortes, des nombres de patients relativement. Je ne pense pas qu'il faille faire de grandes cohortes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais je pense qu'il faut des patients bien phénotypés, chez qui on modifie l'alimentation en ajoutant du fromage, en étudiant s'il y a un effet ou pas sur les cibles que vous voulez, sur le microbiote, sur les voies de l'inflammation, sur les voies du vieillissement, sur les voies de cancer, de cancérogénèse, que sais-je. Mais il faut se donner les objectifs que l'on peut avoir en un temps donné, en un coût raisonnable, et donc tout dépend du critère de jugement que vous souhaitez. Ce sont des critères probablement secondaires par rapport à l'espérance de vie, parce que l'homme vit trop longtemps pour qu'on puisse modifier l'espérance de vie, fort heureusement, enfin l'étudier, mais vous avez des voies secondaires qu'on peut très bien étudier. Donc des petits effectifs bien contrôlés. Oui, Estelle parlait de l'approche One Health, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que là, maintenant, la fromage, c'est un écosystème. Nous sommes des écosystèmes. En termes de microbiologie, on peut dessiner, il y a des entérotypes, il y a des groupes, voilà, des individus, il y a des bactéries qui cohabitent, qui typiques chez un groupe d'individus. Et même chose chez les fromages. Je pense que là, il y a une étude INRAE qui commence à un peu cerner. Je ne l'ai pas lu en détail, donc je ne sais pas je dirais, entre le nombre d'endotypes, d'entérotypes, enfin de phénotypes qui pourraient discriminer, disons, des fromages. Et donc l'identification de ces endotypes, je dirais, est importante. Et ensuite, l'identification des cibles chez l'homme, donc des cohortes bien caractérisées, comme le souligne Gabriel, avec des entérotypes connus, on peut adresser des questions extrêmement spécifiques. Là où ce qui m'a manqué un petit peu dans le livre blanc, c'est que quand on mange par exemple du fromage, il y a des gens qui mangent la croûte, il y a ceux qui ne mangent pas la croûte. La croûte, c'est plein de pénicillium. Les pénicilliums, ils produisent des antibiotiques presque. Hein. Les statines ont été découvertes de cette manière. Et donc, en fait, on peut imaginer que, c'est des questions qu'il faut adresser, ces pénicillium, Camemberti, pénicillium Roquefort, je ne connais pas trop les noms, ils produisent des molécules like statine, entre guillemets, donc des effets bénéfiques ou antibiotiques ou autres qu'il faut étudier également. Donc ça, on resitue les choses par rapport à ce que je disais tout à l'heure, faire non pas uniquement de la métagénomique, de la phylogénétique, mais commencer à aller voir les principes actifs, les identifier et essayer de les valoriser par des approches ciblées. On peut également faire ça sur des cultures cellulaires, on peut faire ça sur des souris. On n'est pas forcément obligé d'aller systématiquement crossover. C'est l'idéal, bien sûr, de validation. Ça me permet de revenir sur l'idée de départ. Hein. C'était un choix aussi qu'on avait dû faire par défaut, mais finalement par rapport à l'emploi du travail, de ne pas trop se concentrer sur tous les travaux précliniques. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont très nombreux, ils peuvent être parfois contradictoires aussi. Donc dans le livre blanc, on est plutôt dans des approches liées aux études humaines et aux études cliniques. Par contre, ce que vous dites est très intéressant, c'est aussi le lien avec le mécanisme, parce que d'ailleurs, même si on n'est pas forcément extrêmement fort en termes de démonstration, avoir un mécanisme, c'est aussi une clé pour aller peut-être un peu plus loin. Qu'est-ce que vous préconiserez comme modèle en fait, par rapport à des questions autour du modèle fromager en termes d'utilisation, qui donnerait une petite clé supplémentaire pour construire peut-être les futures études cliniques, là encore sur des petits effectifs avec des patients ou des volontaires parfaitement caractérisés? Donc, ce que je vous disais, donc caractériser des populations bien ciblées. Je vais vous donner un exemple. On a essayé de faire une étude européenne, une demande avec des collègues européens, sur un probiotique connu qui fonctionne. Et donc l'idée c'était d'aller voir la réponse postprandiale, c'est-à-dire quelque chose
d'acute, enfin un stimuli, et voir comment l'organisme répond lorsque c'est un groupe placebo ou un groupe reçoit ce probiotique. Ça coûtait dans l'ordre de 12 à 15 millions d'euros. Donc, c'est des sommes un peu importantes. Donc, il faut que les questions soient extrêmement spécifiques. Donc, l'approche One Health, c'est on regarde tout. Et ensuite, on fait de la bioinformatique et on essaye de voir ce qui ressort. Est-ce qu'il y a des cibles? Bon, ça, c'est extrêmement coûteux. On peut avoir une approche beaucoup plus ciblée avec une question spécifique. Moi, la question qui me taraude quand je vois toutes ces études, c'est une vache qui est élevée dans un champ, qui mange de l'herbe, une vache qui est dans une étable et qui mange du soja, elle va avoir un lait différent, ses apports nutritifs vont donner des fromages différents. Posons-nous la question sur une étude crossover. Pour moi, c'est des choses causales. Là, on peut démontrer spécifiquement, est-ce que le fromage d'hiver versus le fromage d'été a un impact sur les readouts de la santé? Donc ça, c'est une question spécifique. Bon, il y en a des dizaines qu'on peut poser. C'est ce qu'on fait. Après, on s'arrête plutôt à l'étape modèle animal, type Ragnoto, parce que pour l'instant, on n'est pas allé à l'homme. Mais des choses comme ça, on commence à les produire en termes de données. Oui, mais là, c'est spécifique. La réponse est... Voilà, il faut designer pour avoir des réponses causales. Autrement, on reste dans la complexité, l'association. Et... Peut-être je peux me permettre d'ajouter... on a la chance d'avoir quand même déjà un certain nombre de connaissances, finalement, sur ces éléments, en fait, qui permettent de caractériser aussi les fromages en fonction des modes d'élevage et des modes de conduite des troupeaux, des conditions de production. Enfin, bon, c'est toute la richesse des travaux qui ont déjà pu être conduits sur ces questions-là. Donc, on commence à connaître aussi l'importance des flux microbiens du sol au treillis de la vache, du treillis au lait, du lait au fromage. Alors après, tout dépend des typologies de fabrication des fromages qui vont plus ou moins mixer ces laits et pouvoir permettre de maintenir cette biodiversité, ce flux microbien finalement du sol au fromage. Donc ces éléments-là, on commence à les connaître de plus en plus. Effectivement, toute la question derrière, c'est l'impact santé. Alors en fait, l'impact santé, on ne peut pas le caractériser de cette manière-là, comme vous l'avez dit. On ne peut pas parler de One Health. En fait, il va falloir considérer un critère spécifique et essayer de comprendre quel pourrait être le mécanisme causal impliqué dans la protection éventuelle. Alors c'est là où en fait on est confronté conceptuellement à des difficultés quand on s'intéresse aux études chez l'homme sur des événements relativement rares tels que les cancers, enfin, malgré bien que en fait leur prévalence puisse augmenter. Si on veut faire une étude interventionnelle sur un essai contrôlé randomisé pour essayer d'isoler l'effet spécifique de la consommation du fromage, il faut des tailles de cohorte extrêmement importantes. Enfin, le calcul de puissance montre qu'il faut des tailles de cohorte extrêmement importantes pour pouvoir espérer voir des effets sur des suivis de très long terme en fait. Donc c'est là qu'effectivement on en vient à des chiffres considérables. Bon, compte tenu du financement de la recherche en France, même si on a des progrès, hein, par exemple, dans une de mes casquettes, je copilote PEPR, Système alimentaire, microbiome et santé, donc on est au cœur de la question qui nous intéresse. On a la chance d'avoir 58 millions d'euros pour pouvoir développer ce programme. Malheureusement, ça ne servira pas à financer toutes les études qu'on pourrait avoir envie de financer sur ce sujet-là. Donc de ce point de vue-là, on ne pourra pas se passer des études observationnelles sur cohorte, même si elles ne nous apportent pas la preuve ultime. Donc on va être obligé de continuer à jouer aussi avec des études cliniques, enfin des modèles précliniques, qui nous permettent d'aller creuser les questions des mécanismes. Et je pense que là, on a encore aussi du travail à faire. Peut-être que c'est sur ce point aussi que le livre blanc pourrait amener plus d'éléments, notamment sur les mécanismes associés. Finalement, dans le fromage, qu'est-ce qu'il y a? La diversité microbienne. Il en est question, mais pas tant que ça, il y a plein d'autres travaux aussi qui permettent de mettre en avant ces travaux, notamment l'étude Metapédéo Cheese qui a permis de caractériser la diversité microbienne dans le fromage. On évoque les acides gras à chaîne courte avec l'effet butyrogène qui est connu pour être un facteur de protection, donc là, peut-être explorer cette voie-là. Il est question des peptides bioactifs. Lesquels, pourquoi, comment, dans quel fromage? Là aussi, je pense que c'est une piste extrêmement intéressante à creuser et à comprendre, sans parler de l'enrichissement microbien du microbiote, comme il a été question, notamment chez l'enfant, à l'âge où les flores se mettent en place. Donc,
Personnellement, j'avais eu la chance de pouvoir travailler aussi sur les données de la cohorte pâture à l'invitation de Dominique Vuitton pour essayer de regarder l'impact de la consommation de fromage, enfin les associations entre la consommation de fromage et la survenue de maladies allergiques. Et on voit bien effectivement toute la complexité du sujet pour réussir à caractériser les expositions. Pâture, la richesse de pâture, c'est une cohorte dans 5 pays européens. Mais merci la traduction des noms de fromages finlandais, qu'on connaît mal. Heureusement qu'on avait les collègues pour nous aider à essayer de caractériser tout ça. Finalement, partant de ça, on avait essayé d'identifier des fromages qui pourraient être particulièrement protecteur, mais c'est compliqué. Au final, on trouve que ce qui est protecteur, c'est la diversité, et c'est peut-être aussi ce qui ressort de cette étude. Partant de là, on va vouloir construire une étude interventionnelle, par exemple, pour se dire, OK, on va essayer d'aller un cran plus loin dans la démonstration de preuves. Quelle diversité de fromage on va prendre ? Pourquoi ce choix de fromage plutôt que d'autres ? Est-ce que chaque fromage pourrait individuellement apporter un bénéfice spécifique et que combiné, il pourrait nous amener aussi un ensemble de bénéfices supérieurs à des bénéfices individuels. Là, en fait, on est vraiment au balbutiement de la connaissance sur ces éléments-là, en fait. Tout ce qu'on appelle les effets cocktails, et on a discuté de les voir dans votre sens aussi. Peut-être, Anthony, un mot important sur la colonisation de l'enfance, parce que c'est un sujet extrêmement important en termes de santé humaine, et à la fois, nous, c'est un point de débat un petit peu cristallisant, parce que la difficulté, c'est que ça se passe souvent tôt dans la vie, et tôt dans la vie, le risque est accru aussi de consommation de fromage. Voilà, comment tu vois ça ? Comment tu peux te positionner par rapport à ce sujet-là, en tant que pédiatre aussi et clinicien ? Oui, alors juste un mot pour répondre à la question précédente, enfin un élément de réponse par rapport à la question précédente. Donc on a vu toutes les complexités des différents types d'études possibles. Moi, je vais en rajouter une autre. C'est qu'en plus, on n'est pas chaque individu, on n'a pas les mêmes risques face à la santé. Et ne serait-ce que si on regarde un paramètre simple qui est la prise de poids, l'IMC, on voit bien qu'on n'est pas tous soumis au même risque. Et donc, avec une même alimentation, les gens ne vont pas prendre le même poids. Donc ça c'est un indice simple, alors qu'après on va aller dans des choses beaucoup plus compliquées, ça se complique encore. Et moi je rejoins beaucoup Gabriel sur l'idée d'avoir peut-être des cohortes plus petites mais très bien phénotypées, et j'entends par phénotypées aussi éventuellement avec des éléments du microbiote intestinal. Et j'ai en tête en particulier des études qui m'avaient beaucoup intéressé, publiées par les Israéliens de l'équipe d'Eran et l'INAV, qui avaient par exemple regardé, elles sont assez connues ces études publiées il y a quelques années, qui avaient regardé quelque chose de très simple, c'est l'index glycémique, c'est-à-dire vous mangez des aliments et vous regardez après comment vous répondez en termes d'index glycémique. Et c'est-à-dire comment monte votre glucose dans le sang, ça fait un pic ou pas un pic. En gros, si ça fait pas un pic, c'est bien, ça fait un pic, c'est moins bien. Je résume le pédiatre, ce qu'il comprend. Et ils ont bien vu que, en fonction des caractéristiques des individus, certains devaient manger un certain régime et d'autres un régime complètement différent pour avoir un pic glycémique émoussé. Donc, je pense que la nutrition, c'est une approche qui doit être aussi un peu individuelle. Donc si on veut réussir à faire à un moment donné des recommandations, il faudra probablement aller dans de la médecine plus personnalisée. Voilà ce qui va, avec toute la complexité qu'on vient de dire, rajoute une strate. Maintenant, pour répondre à ta question plus spécifique du début de la vie. Alors, effectivement, avec les études sur le microbiote intestinal, on a ouvert un chapitre, on va dire, de la pédiatrie, parce que nous, on s'occupe du développement de l'enfant. Maintenant, il faut qu'on s'occupe aussi du développement du microbiote de l'enfant, parce qu'on a quand même maintenant pas mal d'études qui montrent que la trajectoire que prend le microbiote intestinal à la naissance en gros, aux 3 ans, à l'âge de 3 ans, on considère qu'à l'âge de 3 ans, le microbiote est à peu près stable. Alors déjà, premier enseignement, c'est que quand on est tout petit bébé, au fait, c'est pas très bien d'avoir un microbiote très diversifié, voilà, dans les tout premiers jours et semaines de vie. Donc voilà, peut-être qu'il faut le diversifier à un rythme qu'il faut connaître. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, on a l'impression que, et c'est assez grossier ce que je vais dire, mais
plus on a de diversité, parce que là on parle d'espèces microbiennes, mais finalement ce qui compte c'est les fonctions microbiennes. Et donc, comme je dis, le plus simple pour être sûr de ne pas manquer d'une fonction microbienne, c'est d'avoir le plus large éventail de bactéries possible. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, vivre dans un environnement microbien, donc manger des aliments qui contiennent des microbes, vivre, comme on a dit, à la ferme, caresser les cochons, tout ça, c'est sûrement bénéfique pour la maturation et l'éducation du système immunitaire du bébé. Et maintenant, il faut faire tout ça en contrôlant les maladies infectieuses, parce que effectivement, on en a souvent discuté au sein du groupe, on l'a toujours en tête, mais on a drastiquement diminué la mortalité infectieuse, en particulier en contrôlant les maladies infectieuses. Alors, je rappelle ici, dans ce temple, qu'au début du 19e siècle, la mortalité infantile en France, c'était 300 pour 1000. Début du XXe siècle, 150 pour 1000. Dans les années 50, première description de la maladie de Crohn, on est encore à 20 pour 1000 et aujourd'hui on est à 4 pour 1000. Donc l'idée n'est évidemment pas de revenir à 300 pour 1000. Okay, donc la question, cette diminution d'astrique, elle a eu un coût qui, selon l'hypothèse hygiéniste, est l'augmentation de la prévalence, de l'incidence et de la prévalence des maladies dites dysimmunitaires. Alors pour ce qui me concerne, moi, plus les maladies inflammatoires intestinales, mais il y en a d'autres, l'allergie, etc. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut garder ce bénéfice sur la diminution de la mortalité infantile infectieuse, tout en n'augmentant pas les maladies inflammatoires. Et au fait, comme on l'a bien dit, la très grande majorité des microbes sont plutôt des amis, et il faut juste en cibler quelques-uns. Là, dans le livre, on en parle de 4, c'est rien du tout. Donc, c'est sûrement pas insurmontable d'aller cibler ces 4 microbes pour pouvoir donner aux enfants une alimentation qui reste riche en diversité microbienne, mais dont on est sûr qu'elle ne contient pas ces quelques microbes pathogènes qui ont des conséquences qui peuvent être, encore une fois, dramatiques. C'est l'objet de la sécurité du système français. Sécurité sanitaire et des enjeux qui sont toujours assez compliqués. Peut-être juste une petite question, Dr Mosca, c'est de nous réexpliquer historiquement à quel point notre microbiote intestinal s'est appauvri. Oui. Donc, alors, un des grands facteurs qui influence la composition du microbiote intestinal, c'est l'alimentation. Et effectivement, quand on regarde de génération en génération, comment ça s'est appauvri en lien avec notre alimentation. Donc, quand on part de quand on était chasseur-cueilleur, puis après au néolithique avec l'agriculture, puis après, plus récemment, la nourriture transformée, industrialisée, etc. Bon, si on fait une synthèse de ça, on considère que par rapport à il y a quelques milliers d'années, on a perdu un bon gros tiers de nos bactéries intestinales. Voilà. Et ça se voit aussi chez l'enfant. Peut-être laisser un petit temps de questionnement dans la salle. Alors, attendez, je vais commencer par le professeur Villet. Oui, moi j'ai été très sensible à l'idée qu'il y avait peut-être que 4 bactéries qui étaient toxiques. Et donc je vous pose une question, pourquoi ne pas vacciner contre ces 4 bactéries ? Alors, je ne suis pas un pro de l'anti-infectieux, je suis désolé, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait vacciner contre ces bactéries. En revanche, quand on a comme ça des bactéries dont on veut se débarrasser, on a des alliés qui sont les virus, qui infectent les bactéries, qu'on appelle les bactériophages, et qui peuvent très bien éliminer des bactéries spécifiques, très spécifiques, parce que les bactériophages sont très spécifiques des espèces, peuvent éventuellement débarrasser un aliment dans le cours de la production de certaines bactéries.
je peux peut-être compléter sur la dimension vaccin, notamment sur les E. coli producteurs de Shiga toxine. Il y a eu des essais réalisés chez les porteurs sains, qui sont les ruminants, donc un peu complexe quand même, parce que c'est pas tout à fait le même système que l'homme, mais globalement, les vaccins qu'on a pu mettre en place étaient contre un sérotype ou contre certains récepteurs de la bactérie, mais on a en face, surtout chez les colis, une telle plasticité qu'en fait, on a une sorte d'intelligence de la micro-organisme, c'est-à-dire qu'on fait la place finalement pour un autre type. Donc on n'a pas trouvé, en tout cas chez la vache, une vaccination qui couvre l'ensemble des souches, et par ailleurs qui n'était pas compatible non plus avec le rythme d'administration, en tout cas chez les ruminants. Voilà. Pour ce qui est des phages, il y a aussi eu des essais aux États-Unis, notamment, encore une fois, chez les animaux, qui n'étaient pas autorisés en Europe, en l'occurrence, et qui montraient aussi des résultats à minima un peu controversés, puisque ces phages aussi peuvent être des cargos d'autres gènes, et donc pouvaient potentiellement être aussi facteurs de propagation de gènes à d'autres types bactériens, qui pouvaient aussi poser question. En tout cas, c'était une piste qui a été explorée au moins chez les animaux. Après, il faut réfléchir à l'échelle du système, et c'est vrai que les phages, c'est aussi très réactif, c'est pas forcément facile à utiliser dans l'environnement, c'est probablement plus simple sur un genou chez un patient. Quand on parle du système d'exploitation, là, c'est traiter toute une ferme, c'est assez compliqué, et c'est pas simple du coup en termes de mise en œuvre. Dominique, et après Isabelle. Allez-y Dominique. Oui, moi j'avais une question pour Alexis. À propos des Escherichia coli, la Shiga toxine, en fait, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup travaillé sur les spécificités des enfants, c'est-à-dire le côté hôte, pas le côté bactéries et toxines, mais dans les familles qui ont eu une épidémie d'Escherichia coli STEC, tous les enfants n'ont pas été atteints, et on a vraiment une cible très particulière des enfants, disons en gros le pic il est vers 2 ans. Mais tous les enfants n'en meurent pas, tous les enfants ne sont pas sensibles à cette toxine. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de travaux sur les particularités de l'hôte. Alors est-ce que tu en sais plus ce sujet ? Parce que c'est un travail qui pourrait être fait, ça. Alors, tu as tout à fait raison. Hein. Encore une fois, on n'est pas tous égaux face à la maladie. Alors, il faudrait pour ça interroger mes collègues plutôt néphropédiatres, puisque c'est surtout l'atteinte rénale qui est grave en plus de l'atteinte neurologique dans ces syndromes hémolytiques et urémiques liés à cette infection à Shiga toxine. Il y a des facteurs. La réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des recherches sur les facteurs de l'hôte. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un facteur âge, évidemment, comme tu l'as dit. Maintenant, pour vous raconter une anecdote, entre autres, ça m'arrive de m'occuper de transplantation de microbiote fécal, et il se trouve qu'on sélectionne les donneurs en faisant un certain nombre d'analyses, et parfois on se rend compte a posteriori que les selles qu'on a transférées à un patient contenaient un Escherichia coli producteur de Shiga toxine. Donc en fait, il y a un certain portage sain également, même avant même l'infection. Donc il y a aussi certaines personnes, mais on ne les recherche pas habituellement, là on les screen parce que c'est des donneurs, qui ont un portage sain d'Escherichia coli producteur de Shiga toxine. Donc encore une fois, il y a des spécificités liées à l'hôte, peut-être à l'effet barrière du microbiote intestinal. C'est sûr que les enfants, ils ont un microbiote qui est plus immature, donc il y a peut-être moins d'effet barrière, et puis peut-être des facteurs immunitaires, ou que sais-je de l'enfant, mais je crois pas que ça... Enfin, à ma connaissance, je ne connais pas en tout cas. Isabelle ? Oui, bonjour. Isabelle Ozelot de l'INRA de Clermont-Ferrand, unité nutrition humaine. J'aurais une petite remarque par rapport aux possibilités de faire des études interventionnelles chez l'homme.
Je voudrais faire mention notamment d'une publication qui est sortie donc, des équipes de Sonnenberg aux États-Unis et notamment Wastic et collaborateurs, qui sur un nombre assez restreint d'individus, si je me rappelle bien, on était à peu près sur une étude à Dreux-Bras, ils étaient 20 par groupe, où ils avaient en fait modifié l'ensemble des produits fermentés dans l'alimentation. Et donc par rapport à la question que vous posiez, qui était finalement quel fromage on va prendre, etc. En fait, je pense qu'il y a la possibilité, là en l'occurrence, ils avaient modifié l'ensemble des produits fermentés en étant extrêmement précis sur tous les autres paramètres en termes nutritionnels, d'apport macro en micronutriments similaires. Ils ont montré que l'apport de produits fermentés en général, et la grande majorité étaient des produits laitiers fermentés, impactait de manière positive sur l'inflammation. Donc je pense qu'il y a moyen, notamment en choisissant les produits laitiers fermentés d'intérêt, peut-être un mélange, en laissant peut-être les gens choisir dans un cadre précis. Donc dans un cas peut-être des produits laitiers fermentés de type lait cru et puis d'autres qui ne le seraient pas. Je pense qu'il y a moyen d'arriver à avoir des différences. Et les mêmes auteurs d'ailleurs, et pour aller dans le sens du docteur Mosca, avaient montré aussi qu'il y avait des répondeurs et non-répondeurs dans l'affaire vis-à-vis des effets probiotiques associés. Et j'ai également une remarque autre. Là, c'est plus une question, et puisque m'a suggéré un peu la lecture du livre blanc, c'est que paradoxalement, j'ai un peu le sentiment que finalement, l'effet des produits laitiers ou lait crus, donc qui avait un impact positif tel que c'est montré sur notamment la mise en place de anti-inflammatoire dans les périodes du jeune âge, ou alors donc les questions qui pourraient être positives aussi chez les sujets âgés comme apport de micronutriments, c'est justement, ou macronutriments, c'est justement chez ces populations-là pour lesquelles l'ANSES fait des recommandations à éviter pour les produits fermentés au lait cru, à part les produits à pâte pressée cuite, si je ne me trompe pas. Donc, puisque là, je vois le titre politique publique de santé, je pense que ça pose question sur les populations cibles, parce que on a parlé beaucoup des pathologies, mais on peut aussi parler, il y a eu l'enfant, mais les personnes âgées, les femmes enceintes, pour lesquelles les aliments fermentés au lait cru sont actuellement déconseillés par l'ANSES. Je vais rebondir, je suis d'accord avec vous, et c'est d'autant plus important s'il y a une étude interventionnelle qui est faite chez l'homme. Il n'est pas de choisir la population à étudier, il n'est pas du tout évident, il est même évident que ce sera le contraire, que voir l'effet bénéfique sur un temps limité de la consommation de fromage au lait cru chez une personne en bonne santé, jeune, sans syndrome inflammatoire, ça va être très compliqué à démontrer. Alors que si on va chez une personne déjà avec un début d'inflammation lié soit au vieillissement, soit au syndrome métabolique, soit à toute autre chose, on se met dans une meilleure position pour démontrer un effet potentiellement bénéfique de la consommation de fromage au lait cru, puisqu'on part déjà sur quelque chose d'infraclinique, mais de pathologique ou d'un processus du vieillissement. Donc c'est tout l'intérêt de la population cible chez qui on veut étudier l'effet bénéfique et comment on l'étudie. Merci. Benoît, je crois que tu voulais... Oui, merci. Le thème de la table ronde porte sur l'intégration de ces nouvelles connaissances aux politiques publiques de santé. Alors on pense évidemment au ministère de la Santé, mais les politiques sur le risque sanitaire, c'est le ministère de l'Agriculture qui les porte avec la Direction générale de l'alimentation. Et récemment, d'ailleurs, au mois de septembre, les deux directions ont à nouveau écrit un courrier, je ne sais pas s'il a été très diffusé, pour rappeler, et qui s'intéresse essentiellement aux risques et non pas aux éventuels bénéfices, pour rappeler que les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas donc consommer de fromage au lait cru. Et donc ma question porte sur ce cloisonnement. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer
par avoir un lieu qui permette d'aborder le sujet dans toute sa complexité, dans toutes ses dimensions, les risques et les bénéfices. On avait évoqué d'ailleurs, je vois que quand on était à Aurillac l'an dernier, la possibilité pour l'ANSES peut-être de réaliser une étude qui permettrait de documenter, de quantifier la part risque et la part bénéfice. Je ne sais pas si l'ANSES serait en mesure de conduire cela, mais en tout cas le responsable qui était là n'avait pas dit non. Donc voilà, est-ce que c'est pas ça notre problème, une approche trop cloisonnée du sujet, pour répondre à la question qui est posée dans la table ronde? Merci. Je veux bien commencer à répondre. Effectivement, bon, c'est complexe. Alors, on voit déjà qu'on a quand même besoin de connaissances et d'étayer les connaissances. On a entendu parler de médecine personnalisée, de sujets répondeurs, non répondeurs. Ça pose quand même une petite problématique en termes de communication en santé publique sur des thématiques de nutrition, où en fait, si on veut porter un message, on souhaiterait qu'il soit le plus universel possible. Donc, bon, voilà, c'est à voir comment on arrive à porter ce sujet et c'est peut-être double injonction ou injonction duel entre des résultats qui seraient personnalisés versus des campagnes de communication qui seraient génériques. Donc ça, c'est un premier problème. Évidemment, ensuite, il y a la considération du niveau de preuve. Alors, sur le bénéfice-risque, hein, en fait, donc là, c'est assez compliqué, puisque on voit bien que dans la démarche de l'analyse qui a été conduite dans le livre blanc, en fait, on peut avoir des bénéfices sur certains aspects versus des risques sur d'autres aspects. Donc, pour essayer de synthétiser ça de manière globale, ça pose un certain nombre de problématiques. Alors, si ce n'est à raisonner à minima population par population, là on peut commencer un petit peu à serrer les problèmes, mais on ne va pas pouvoir parler des bénéfices sur la survenue des cancers, par exemple, s'agissant de l'alimentation des enfants. Enfin, donc on aura, quoi qu'il en soit, des impasses ou des manques de connaissances qui ne permettront pas d'aborder toutes les questions. Après, il y a une autre problématique à prendre en compte concernant les recommandations en santé publique, c'est le délai d'actualisation des connaissances, indépendamment du niveau de preuve. J'ai eu la chance de pouvoir participer à l'actualisation des recommandations sur l'alimentation des enfants de moins de 3 ans. Donc la saisine a été envoyée par le ministère en 2017. Les recommandations ont été produites dans la version grand public en 2021. Donc là, on avait 4 ans déjà de délai. Sur un sujet peut-être qui a moins fait polémique finalement, parce que les recommandations qui ont été produites étaient basées aussi sur des faisceaux de preuves assez génériques, et on n'a pas non plus renversé la table complètement en fait. Donc là, s'agissant de recommandations qui se voudraient peut-être plus spécifiques, et notamment à la consommation de certains types de produits, je pense qu'on ne peut pas faire déjà l'impasse sur la question des connaissances, des niveaux de preuve, et voilà, il faut considérer ce délai de mise en œuvre. Donc là, ça partirait effectivement de l'ANSES. Donc est-ce que l'ANSES serait d'accord de s'intéresser du sujet du bénéfice-risque ? Et ensuite, vous connaissez le déroulement, le Haut Conseil de santé publique qui valide et ensuite Santé publique France qui produit les recommandations finales. Donc, si on part des recommandations actuelles, pour les adultes, c'est 2 produits laitiers par jour, 3 pour les enfants. Ça, c'est le niveau des recommandations actuelles. Ça ne va pas forcément beaucoup plus loin que ça en termes de typologie de produits consommés. Il n'y a pas d'injonction à consommer plutôt du lait versus du fromage. Donc on voit que les bénéfices nutritionnels attendus via ces consommations sont plutôt sur des nutriments ou des macronutriments, j'ai envie de dire classiques. Donc si on évoque la richesse microbienne ou les peptides bioactifs ou je sais pas, les acides gras à courte chaîne, là on n'a pas de mise en avant spécifique de consommation pour aller rechercher ces éléments-là. Donc on reste à un niveau assez générique où finalement peut-être que, entre guillemets, de manière un peu vulgaire, ça fait le job, hein, les recommandations actuelles, sauf si on voulait aller rechercher quelque chose de plus spécifique. Et donc là, ça va poser forcément la question de la diversité de fromages et des doses aussi. Voilà, à quelle dose ? Est-ce qu'on va parler de doses quotidiennes, hebdomadaires, sur des typologies de fromage? Est-ce que finalement la solution c'est le plateau de fromage, alors dans sa richesse sensorielle, mais aussi peut-être dans sa richesse microbienne? Voilà, là, alors
On disait c'est complexe, peut-être qu'on peut quand même trouver des proxys qui nous aident à comprendre et à faire progresser les connaissances, mais malgré tout, quand on va vouloir faire des recommandations, il va peut-être falloir avoir des éléments plus spécifiques pour aller au-delà de l'existant, si on veut vraiment amener ces éléments. Et donc c'est là où des connaissances nouvelles seront indispensables, je pense, pour aller jusqu'à ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut en dire, il me semble, pour l'instant. Je voudrais revenir là sur cette question centrale et sur cette question en partant du terrain. Sur le terrain, la stratégie sanitaire qu'on suit depuis plusieurs décennies fait qu'on a aujourd'hui, dans le domaine des fromages au lait cru en particulier, des fromages qui sont très très pauvres. Un lait cru sur 2 en France maintenant est un lait paucimicrobien, un lait pratiquement mort, il a pratiquement le niveau d'un lait pasteurisé. Et donc ça c'est quelque chose de très solide. En même temps, on nous dit que la biodiversité est importante d'un point de vue santé, et donc c'est la question, effectivement, cette question de la balance bénéfice-risque. Donc, le parallèle est peut-être pas très bon, mais je vais le dire avec mes mots, je ne suis pas médecin. Quand on lance un vaccin, quand on lance la vaccination à très grande échelle d'une population, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont mal le tolérer, qu'il y aura des victimes, mais on pense que le bilan global sera très très favorable, et donc on dit on vaccine tout le monde. Dans le cas des fromages, on a l'impression que pour de très très rares cas de maladie, de morbidité, de décès, très très rares cas, on accepte, on interdit à toute une population, et ça ne vaut pas que pour les fromages, en particulier toutes les chaînes, toutes les professions qui travaillent avec les fermentations sont confrontées à ce problème, donc on appauvrit tout ce patrimoine à l'heure qu'on subodore qu'il a des intérêts santé. Donc ma question est la suivante, comment on peut de manière crédible, est-ce qu'on a les éléments scientifiques pour le faire? Comment on peut dire, voilà, une alimentation très pauvre, elle va nous coûter ça en termes de santé demain, une alimentation très riche, elle va nous coûter ça en termes de bénéfices comme de risques à long terme. Et qu'on objective un petit peu les données par rapport à cette condamnation systématique, a priori, dans les médias, etc. 3%, on a dit, d'étiac. Alors, il y a tous ces cas qu'on n'arrive pas à relier, mais très très peu, quand il y a un steak haché, quand il y a d'autres problèmes, ça ne fait pas l'actualité. Donc, il y a une surexposition de ce risque qui me semble pas fondée véritablement sur des études épidémiologiques, des chiffres, etc. Moi, je vais vous répondre autrement. Moi, je suis pathologue. Donc quand un médicament est mis sur le marché, si elle peut être bénéfique pour beaucoup de monde, il suffit qu'il y ait 2 personnes qui fassent une hépatite médicamenteuse avec un risque vital pour qu'on ne le commercialise pas. Voilà. Mais là, c'est un médicament. Absolument. Donc c'est d'autant plus important si ce n'est pas un médicament et si c'est un produit en santé publique, comme le laitage, je trouve. Jean-Philippe Bonnefoy, donc je me présente, je suis éleveur de chèvres, donc je fais du fromage au lait cru dans le sud de la Bourgogne, et puis je suis vice-président de la FNEC, la Fédération des éleveurs de chèvres, où il y a beaucoup de producteurs de fromage au lait cru. Aujourd'hui, notre filière fermière, donc qu'est-ce qu'un fermier en France? Je vais faire le plus vite possible pour poser la problématique auquel on va être confronté dans les années qui viennent. Donc un fromage fermier, c'est un fromage qui est fait par le lait d'une ferme, tout le temps le même troupeau, qui est fait tous les jours. Donc on a un fromage fermier qui sort d'un écosystème d'une ferme et qu'on transforme notre lait et du coup on vend... j'estime qu'aujourd'hui c'est le système qui permet au mieux de préserver la richesse de l'écosystème qui va de la ferme jusque dans le fromage. Demain, suite aux recommandations et puis à la pression sanitaire, c'est qu'on a des petits élevages, on a des petits lots, parce que quand on transforme aujourd'hui, mon épouse et puis mes salariés vont transformer 300 litres de lait dans la journée, ça fait des petits lots. Et le coût des autocontrôles pour garantir la garantie sanitaire des produits fait qu'on est près de passer à un cap où on n'aura plus les moyens de pouvoir continuer de travailler du lait cru. Et ma crainte pour cette filière-là, c'est qu'à force de mettre une contrainte économique tellement forte en termes d'autocontrôle, c'est que demain, on risque d'avoir des producteurs de fermiers qui passent au lait pasteurisé. Et du coup,
ça sert vraiment, à mon avis, un gros échec en termes des bénéfices qu'apporte, on l'a vu, le fromage au lait cru. Et qui dit les pasteurisés dit aussi des problèmes de maîtrise sanitaire qui peuvent être des fois plus graves et surtout, à mon avis, beaucoup plus compliqués à mettre en place chez les fermiers. Alors, je ne sais pas comment on peut raisonner, sachant que notre philosophie en tant que fermier, c'est d'avoir un écosystème et de le préserver, d'avoir une flore utile la plus diversifiée et présente, et d'éviter ce que Arnaud vient de dire, les flores qui sont trop faibles et trop peu diversifiées. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir une approche justement plutôt écosystémique et de savoir comment notre fromage peut apporter suffisamment de... et comment on peut améliorer ce substrat pour qu'il soit suffisamment protecteur pour et surtout les enfants qui peuvent le manger, quoi. Sachant que, les préconisations, moi forcément j'ai été élevé au lait cru depuis tout petit, et l'idée d'avoir un écosystème et d'inclure le consommateur dans ce système-là, c'est peut-être une autre approche qu'il faudrait avoir, et peut-être qu'il y a des choses qu'il faut plus tolérer, peut-être qu'il faut avoir une consommation, au lieu d'avoir une consommation vraiment très ponctuelle de fromage au lait cru, peut-être qu'il y a peut-être une façon justement de faire ce lien-là entre notre ferme, la diversité microbienne et puis le consommateur, pour avoir un système qui puisse permettre de manger une bonne diversité de microbes et aussi de préserver la santé des consommateurs. C'est un peu complexe, mais c'est au moins pour dire un peu le danger sur lequel on va, en tout cas pour notre filière. Je peux juste rebondir. Vous parlez d'écosystème. Les fromages, ils sont liés à leur environnement. Dans le domaine cardiovasculaire, on a cherché les facteurs de risque il y a plus de 70 ans, dans les années 60. Les facteurs de risque associés au risque cardiovasculaire, on a fait des grandes études internationales avec les Japonais, les Crétois, les Yougoslaves, les Américains. On a trouvé des gradients on a vu que c'était le LDL cholestérol qui était le lien qui différenciait ces populations. Puis ensuite, on a le focus, on a été de plus en plus loin à essayer de comprendre. Et dans cette étude, il n'y avait pas la France. Et heureusement, parce qu'il y a un paradoxe en France, c'est que les Français avaient moins de risques cardiovasculaires quand on les replaçait dans tout ce contexte. Et on n'a jamais trouvé les raisons de ce paradoxe. Et en tant que scientifique, moi j'ai cette curiosité, je me pose la question si c'est pas justement, alors je pense que ce paradoxe il diminue, maintenant on a une consommation, tout le monde consomme la même chose, mais ce paradoxe il était peut-être basé sur cette consommation au lait cru, et je pense qu'on pourrait faire des études épidémiologiques pour le coup, et voir en Europe ou dans le monde la consommation de fromage au lait cru versus au lait pasteurisé, et voir si ça a un lien, et ça pourrait expliquer le paradoxe français au niveau cardiovasculaire. Alors, je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a des cliniciens autour de moi qui se posent réellement la question, étant donné tous ces microbes qui composent le lait, qui pourraient avoir des actions vertueuses, notamment sur les short chain fatty acids, ce dont on a parlé, il y avait des éléments de preuve. C'est une question ouverte, mais... C'est une question passionnante, et puis on le voit aussi, moi qui travaille, je l'ai dit, sur l'alcool, c'est aussi un des, possiblement, alors les études épidémiologiques ne le disent pas, mais c'est toute la différence entre une médecine statistique épidémiologique et une médecine individuelle. Chez certaines personnes, une faible consommation d'alcool diminue la résistance à l'insuline, chez d'autres non, et c'est possiblement la même chose avec des facteurs confondants sur la consommation de lait cru. Et donc je ne sais pas, c'est là où je ne sais pas, est-ce que c'est une grande étude épidémiologique qu'il faut faire, ou au contraire prendre certaines personnes très bien phénotypées et étudier sur moins de monde. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, que c'est plus facile, l'effet spécifique ou du lait cru et ou d'autres choses intéressantes.
les études sur le paradoxe français, elles étaient subventionnées par les producteurs de sucre à l'époque aux États-Unis, donc il fallait descendre le gras, donc voilà, ils avaient des moyens phénoménaux, c'est l'industrie. Hein. Oui, j'ai une question, Véronique Richil-Rouge, auteure et journaliste spécialisée sur ces sujets-là. 2 remarques et une question. Il est vrai qu'il faut partir du produit parce qu'il y a des différences entre fromage au lait cru et fromage au lait cru selon s'ils sont issus d'unités industrielles ou de fermes. Le niveau de bactériaux, ferments-lactiques et microbes dans ces fromages sont très différents au-delà des pratiques d'élevage. C'est la première remarque, donc je suis d'accord avec vous, il faut partir du produit et distinguer très clairement les choses. Ensuite, j'ai été interpellée par la remarque sur les 4 microbes qui nous gênent finalement. Plutôt que de vacciner les humains, pourquoi ne pourrait-on pas vacciner le produit? Enfin, je vous le dis d'une manière un peu provocatrice, c'est-à-dire la pasteurisation n'est-elle pas un peu dépassée? On a un peu l'impression qu'on tire au bazooka sur une mouche. Ne faudrait-il pas plutôt avoir une approche plus fine du traitement du lait puis du fromage pour prévenir les 4 microbes finalement pathogènes et préserver ce qui est intéressant dans le fromage, tous les autres microbes qui sont extrêmement nombreux. Voilà, c'est une question un peu provocatrice, mais j'ai un peu l'impression qu'on est toujours dans ce débat pasteurisation contre les crus, qui est finalement un débat très ancien, et les progrès aujourd'hui de la recherche, de la technologie nous permettent sans doute de faire mieux que ça. Moi, je pense vraiment que votre question elle est centrale. J'ai essayé tout à l'heure d'y apporter un élément de réponse que pour répondre à Arnaud, et je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. C'est vrai qu'il y a un côté triste, on va dire, de se dire, de se priver de toute cette richesse, alors microbienne, culturelle, gustative, etc., hein, toute cette richesse, pour des risques, alors, que tu dis Arnaud, faibles en quantité, mais je rejoins ce que dit Gabriel, on ne peut pas les prendre ces risques, même s'ils sont quantitativement faibles, parce que les maladies sont... Enfin, voilà, moi j'en ai suivi hein, des enfants comme ça, c'est pas acceptable, voilà. Donc la question c'est comment concilier les 2 avantages. Alors je parlais tout à l'heure de la phagothérapie, alors avec toutes les limites que ça a. Néanmoins, quand on regarde un peu l'histoire des traitements anti-infectieux, la phagothérapie avait été développée par un élève de Pasteur, hein, et ensuite ça a continué à se développer dans les pays de l'Est, parce que quand sont arrivés les antibiotiques dans les pays de l'Ouest, la phagothérapie a été abandonnée. À tel point que je crois qu'à Pasteur, ils ont détruit toute leur collection de phages dans les années 2000. Et puis, dans les pays de l'Ouest où on est plus malin que tout le monde, on a vu arriver l'antibiorésistance, et puis on a bien vu que, comme tu le dis, on tape avec un bazooka. Hein. Quand je traite une otite avec un antibiotique, je vais détruire aussi une partie de la flore intestinale. Et donc, et puis on a vu arriver l'antibiorésistance. Donc là, il y a un regain d'intérêt en thérapie anti-infectieuse sur la phagothérapie avec tout un tas de problèmes réglementaires. Aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en Europe et en France. Et d'ailleurs, il y a un groupe de phagothérapie au sein de la Société française d'infectieux qui commence à se constituer et qui va d'ailleurs avoir sa première réunion là au mois de décembre. Donc c'est un regain d'intérêt sur effectivement, la question c'est la thérapie ciblée contre un pathogène d'intérêt, tout en évitant un effet indésirable plus systémique. Mais maintenant, il y a peut-être aussi d'autres pistes, hein, je ne sais pas. Mais ça, c'en est une en tout cas. Il y a quelques questions encore dans l'audience. Allez-y, monsieur. Voilà. Ouais. Bonjour, donc Yves Grandemanche, producteur fermier aussi, comme mon collègue Jean-Philippe, mais en bovin cette fois, dans l'Est de la France. J'avais une question par rapport à cette protection qu'on recherche à avoir vis-à-vis de ces 4 germes qu'on a énoncés tout à l'heure. Il y a des choses qui commencent à être travaillées, notamment dans le Massif central, sur une flore utile qui peut protéger un petit peu. Donc du coup, le lait et après les fromages auront plus de flore, mais
en même temps moins de flore pathogène. La question, je pense qu'aujourd'hui, il faut démultiplier ces modèles. Parce que par rapport aux recommandations du ministère que nous a demandé, nous, producteurs, de relayer au travers de nos collègues, à savoir les enfants de moins de 5 ans ne doivent plus consommer de lait cru, pour nous, producteurs, c'est très lourd à porter, parce qu'on se dit on intoxique des enfants. On n'est pas du tout là pour ça, on est là pour produire des produits, pour nourrir nos congénères, et on fait tout ce qu'on peut pour avoir des produits le plus sains possible, des analyses, etc. C'est un peu je pense qu'il va falloir qu'on aille voir nos responsables nationaux en leur disant écoutez, voilà, prenez en compte déjà tout ce qu'on fait et continuons à faire pour savoir qu'on fait bien, quoi. Peut-être quelques éléments de réponse par rapport à ce que vous dites. C'est des choses qu'on travaille au quotidien. On a beaucoup travaillé les approches qu'on appelait de biopréservation directement dans le produit. Et de plus en plus, on remonte vers l'amont dans une approche système en se disant que les bonnes approches, ces approches de bioprotection, on va attaquer le pathogène par plusieurs bouts, en fait, à plusieurs niveaux du système. C'est probablement des pistes assez pertinentes et à la fois, c'est les prémices pour l'instant de ces recherches-là où finalement, on a des questions globales, on essaie de répondre par des approches globales. C'est pas les plus simples, mais c'est probablement les meilleures approches que l'on a pour arriver à un zéro colis, zéro steak dans un produit, parce qu'en fait c'est zéro. Et à la fois zéro en termes de stratégie biologique, c'est un challenge qui est colossal. Donc voilà, on travaille, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont sur le terrain, qui sont en train de se mettre en place, assez prometteuses, et à la fois avec le temps de la recherche, on reviendra sur la dernière partie, je pense vraiment la recherche, on en a déjà pas mal parlé, mais ce besoin d'expérimentation, il est aussi là, et il prend un peu de temps. Voilà, toujours. Alors, Élise Dombre, je suis fabricante de fromage de brebis. Et alors moi, ma question, c'est par rapport notamment donc au steak, où il n'y a pas de réglementation à proprement pas parler pour ces pathogènes-là. Et on voit bien aussi qu'au niveau européen, on n'a pas du tout les mêmes normes. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement et comment on peut évoluer là-dessus, quoi ? Oui, alors je peux répondre avec une de mes anciennes casquettes en tant que responsable du laboratoire national de référence sur les E. coli. Et oui, c'est vrai qu'en termes de réglementation, on n'est pas tout à fait aligné au niveau international si on regarde le Nord-Amérique, l'Europe et la France. Alors effectivement, c'était de l'infraréglementaire, mais quand même des préconisations en termes de recherche de souches qui étaient les plus à risque, considérées à plus à risque en termes de santé publique. Donc il y a tout un travail, justement, ce que j'évoquais un petit peu, en fait, entre les différents niveaux d'instances de réglementation et normative, qui est encore en cours. Des travaux aussi sur les stratégies de contrôle, de diagnostic, avec des méthodes d'analyse, avec un travail avec l'ISO, l'AFNOR et le Comité européen de normalisation. Donc c'est un travail qui est en cours, parce qu'effectivement, il y a une différence de perception, d'organisation. Alors à l'échelon européen, on est quand même autant à l'homogénéité, mais en tout cas entre différentes approches, qui sont finalement les approches différentes de sécurité sanitaire qu'on peut trouver dans les produits, avec en France une réglementation type paquet hygiène qui est très sur la prévention, et aux États-Unis qui est plutôt sur une approche d'éradication a posteriori, on va dire. Donc ça, c'est les principes sous-jacents en fait à toutes les réglementations, et il est vrai qu'il y a une différence, oui. Je ne sais pas si Ronan, on a des questions online ou pas du tout. Dominique, du coup. Je crois qu'il ne faut pas oublier, alors pour Escherichia coli steak c'est un peu particulier, mais pour les 3 autres qui ont été signalés et qui posent problème, la recontamination des fromages à partir de lait pasteurisé est non négligeable, et en pourcentage elle est relativement importante, en particulier dans certains pays qui ont joué la tout-pasteurisation. Il y a toujours des TIAC en relation avec ces 3 pathogènes. Et c'est peu dit, je trouve.
Je peux ajouter quelque chose, justement, j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi, alors là je ne parle pas de l'Escherichia coli, mais des autres bactéries, sur les laits contaminés infantiles qui sont stérilisés 7 fois de suite ou 8 fois de suite, puisqu'on ajoute au fil de la fabrication des composants et donc on les restérilise, on a la démonstration à ciel ouvert qu'un lait ultra stérilisé n'est pas indemne de contamination et a rendu, ces laits-là ont rendu malades des enfants gravement. Donc il y a aussi la question, justement je reviens toujours à ce débat pasteurisation, les crus, stérilisation, les crus, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas reconsidérer le sujet? Parce qu'en effet, je souscris tout à fait à ce qui a été dit aussi. Moi je note au fil des rappels des fromages les fois où on dit que ce sont des fromages pasteurisés. Jamais. Alors que récemment, il y a eu des rappels de fromage, certes des fromages industriels pasteurisés, et dans les médias, et c'est normal parce que les médias ne le savent pas, les journalistes ne sont pas des spécialistes, mais quand c'est du lait cru, on le dit, quand c'est du pasteurisé, on ne le nomme pas. Donc c'est un peu dommage pour la filière. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, je reviens au lait infantile maternisé en poudre. Ce sont des laits stérilisés et qui peuvent être contaminés. Juste une précision, donc dans les TIAC, la segmentation entre le lait cru et les pasteurisés, c'est 2 tiers lait cru en cause et 1 tiers pasteurisé. Alors si on regarde vraiment ensuite la richesse microbienne, on n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes équilibres. Non, juste très rapidement sur les infantiles, oui, il y a des boîtes qui sont contaminées par des germes qui parfois peuvent donner des infections, alors surtout chez les petits prématurés qui sont plus susceptibles, plus fragiles. Ça, je crois que c'est moi je connais pas très bien, mais c'est des problèmes dans la chaîne de production industrielle, où ils retrouvent à un moment donné, mais je pense que c'est pas spécifique au lait infantile, je pense que dans les pizzas et les machins, c'est le même problème qui se survient, En fait, peut-être que toute la question aussi, c'est le fait de vouloir aller vers des recommandations en santé publique. En fait, là, si on s'adresse de manière universelle à tous les consommateurs et qu'on néglige les risques, c'est là où ça devient problématique. En fait, alors, tout à l'heure, monsieur, vous disiez, mais nous, on est éleveurs, on ne veut pas porter la responsabilité d'empoisonner les enfants. Enfin, je fais un tout petit raccourci, excusez-moi. Personne vous fait de procès d'intention sur ce point-là, en fait. On peut différencier quand même les consommateurs adultes bien portants, qui n'auraient pas de fragilité particulière, à qui peut-être on n'est pas trop gêné de recommander d'aller sur le plateau de fromage varié, on va dire, versus les plus jeunes, où on va avoir besoin peut-être d'une prudence accrue. Alors, pas au-delà de ce qui est existant. Après, évidemment, on a des intérêts à aller, je vois Dominique réagir, à aller vers l'alimentation des jeunes enfants. On aurait besoin peut-être de connaître un peu les profils de ces répondeurs, non-répondeurs, là, de générer un peu de connaissances là-dessus pour pouvoir peut-être un peu plus affiner la recommandation. Alors, on sait, dans certaines familles, quand les risques atopiques sont importants aussi, on a peut-être des sensibilités particulières. Enfin, essayer de mieux comprendre ces éléments-là avant d'aller vers des recommandations. En fait. Question ? Alors, c'est pas une question, mais c'est juste une petite remarque. Je suis fromager. Je pense qu'en termes de microbes, il faut bien séparer les steaks, par exemple, de la listeria, où la listeria, la contamination peut arriver jusque dans le frigo du consommateur, où le steak, ça vient vraiment du lait cru initial. Et l'autre remarque que j'avais à faire, c'est en fromagerie, on avait travaillé depuis de nombreuses années sur des ferments de bioprotection qui venaient cibler justement certains microbes du lait. Et à l'époque, la DGAL avait mis un veto en disant c'est assimilé à un traitement thermique, donc il n'y aura plus l'allégation lait cru. C'est possible que ces choses-là aient évolué depuis, mais en tout cas, oui, le travail sur des ferments très ciblés, sur des microbes très spécifiques peut être un travail, mais il faut qu'on puisse continuer à avoir l'allégation lait cru.
D'autres questions? Oui, monsieur Assemat. Je me demande, après avoir écouté toutes les présentations, je me demande s'il ne faut pas bien distinguer les approches liées à la médecine, aux soins, aux patients, qui évidemment sont un domaine très spécialisé et qui justifie tout ce qui a été évoqué, avec, mais je prolonge ce qu'a dit Sophie Niclot tout à l'heure, avec les approches qui concernent la population générale, les recommandations générales en matière de lien entre alimentation, nutrition et santé, et que c'est peut-être en distinguant les deux choses qu'on peut concilier justement l'intérêt de la diversité de l'alimentation et de la microbiodiversité de l'alimentation pour la santé en général, et le concilier avec les risques qui sont plus du domaine de la médecine individuelle et des soins. Voilà, merci.